Pour commencer ce soir, je reçois Dor Shachar, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Gazaoui, converti au judaïsme et vous êtes ce qu'on appelle un activiste de communication pour et en faveur de l'État d'Israël. Alors première question qui me vient en tête, c'est est-ce que pour vous le retour des Gazaouis dans le nord de Gaza et surtout la manière dont le Hamas a de libérer les otages au fur et à mesure, c'est une victoire finalement tactique pour Israël, mais une défaite stratégique, c'est-à-dire une défaite sur le long terme. Oui, écoutez d'abord, bien sûr, une victoire tactique, c'est la leur. Nous avons perdu. Comment on a perdu? Le Hamas est encore là. Les otages sont encore dans la bande de Gaza. Des soldats sont tombés dans la bande de Gaza. On s'est arrêté en plein essor et c'est une victoire pour les Palestiniens, pour le Hamas. Le Hamas, c'est les Palestiniens, c'est le Hamas. Et malheureusement, c'est une défaite sur cette bataille. Ça veut dire que quand le chef d'état-major, qui vient de déclarer à l'instant, Herzl Halevi, je suis heureux de pouvoir ramener les otages à la maison, mais je serai heureux aussi de retourner au combat. Il ment ? Oui, c'est pas la vérité. C'est simplement mentir aux citoyens d'Israël. Le fait, c'est qu'il a démissionné. Nous n'allons pas nous battre. Et c'est un accord qui est terminé avec le Hamas et les Palestiniens. Les Américains sont impliqués et tous les pays arabes pratiquement. Je ne vois pas que nous puissions revenir au combat. Mais l'État d'Israël doit absolument se battre contre le Hamas et les Palestiniens pour qu'ils paient le prix de ce qu'ils ont fait aux Juifs le 7 octobre. Comment? Parce que le corridor Netzarim est désormais entre les mains du Hamas. Qu'est-ce qu'il reste comme moyen pour faire pression alors que la plupart des Gazaouis sont revenus dans le nord de la bande de Gaza? Mais oui. Donc la majorité des Gazaouis, n'oubliez pas, tous les Gazaouis sont des terroristes. Regardez les films véritables qu'on voit qui disent on a gagné, on l'a emporté sur les Juifs. Et ils ont raison, c'est vrai, les Palestiniens ont raison. Il faut les prendre très au sérieux. Quand on vous dit que les Palestiniens vous disent quelque chose, il faut les écouter. Et ils nous ont écrasés, ils ont gagné. Peu importe... Ils s'en moquent des bâtiments effondrés ou des morts. Il y a une chose qui leur intéresse, c'est tuer des Juifs au nom d'Allah et de Mohammed. Vous l'avez dit dans le passé. Il y a une notion aussi juive de pouvoir ramener les otages. Vous vous situez où entre la volonté d'éradiquer le Hamas et la volonté de ramener les otages? Actuellement, nous avons fait un accord avec le Hamas, avec les terroristes. N'oubliez pas, ce Hamas, le 7 octobre, a tué des bébés, des femmes, des enfants, les a brûlés, les a enlevés, les a torturés de manière terrible, monstrueuse. Il ne faut jamais oublier ça. Mais l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, est absolument engagé à ramener tout citoyen, tout otage de Gaza en Israël, en terre d'Israël, chez eux à la maison. D'un autre côté, il faut absolument détruire le Hamas et chacun qui a tué des Juifs ou l'intention de tuer des Juifs, il faut le liquider. Vous savez, Dor Shachar, des otages nous ont dit que des otages suivaient i24 News depuis les tunnels. Si vous aviez un message, en tant qu'ancien Gazaoui, à dire à tous ceux qui sont revenus dans le nord de la bande de Gaza et au Hamas, ça serait lequel si vous deviez les regarder droit dans les yeux? Vous leur direz quoi? Je dirais aux habitants de la bande de Gaza, vous allez payer le prix. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Peu importe que vous soyez revenu à Gaza, vous devrez payer le prix. Moi,
Je suis né à Gaza, à Khan Younes. Je connaissais Iriayash, Moshe et ces monstres qui ont tué des juifs. Gaza, c'est la ville de tous les grands terroristes. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, de tuer des juifs au nom d'Allah et de Mohammed. Et tout leur sourire et leur rire. En disant on les a obligés, non, vous les habitants de Gaza, vous allez payer le prix, c'est nécessaire. Et les pays arabes vont vous faire payer le prix, j'espère, et j'attends de l'État d'Israël, après l'accord de libération des otages, de réattaquer Gaza. Dernière question, vous êtes en train d'écrire un livre qui va pas tarder à prochainement voir le jour. Ça a été écrit avant le 7 octobre ou pendant le 7 octobre sur votre vie, celle de Ayman Soubah. Eh bien, j'ai écrit un livre en 2025 et j'ai parlé de mon enfance, comment nous sommes élevés à l'école, dans les maisons, sur la haine du juif. Mais personne ne m'a écouté en Israël. Après le 7 octobre, j'ai décidé d'écrire encore un livre et je raconte dans ce livre encore une fois ce qui s'est passé le 7 octobre. Qui sont les Palestiniens? Qui est le Hamas? Qui est l'OLP? Qui est mon père? Qui est ma mère? Qu'est-ce que c'est Gaza et qu'est-ce que c'est Israël? Et ce sera publié prochainement, en effet. Je suis obligé de vous poser la question, il nous reste quelques secondes. Vous dites, qui est mon père, qui est ma mère? Vous voulez plus entendre jamais parler d'eux. Pour moi, ils ne sont pas mes parents. Quand mon père, quand il entendait des juifs assassinés, il disait Dieu merci, que meurent tous les juifs. Et mon père a travaillé 27 ans en Israël. Tous les habits qu'on a, la télévision, notre première télévision en noir et blanc, tout ça c'était aux juifs et grâce aux juifs. En fin de compte, tout ce qu'il veut c'est les tuer. Non, moi je suis désolé, c'est pas mon père. Et une mère qui soutient le terrorisme et l'assassinat des juifs, c'est insupportable. Ça me rappelle ce terroriste qui a tué 10 juifs, une femme et ses enfants, et qui a téléphoné à ses parents en disant j'ai tué 10 juifs, et son père se réjouit, a dit Dieu merci, et le terroriste a dit à son père c'est merveilleux, c'est une chose formidable, c'est exactement ça mon père. Et dans mon cas, moi qui me suis converti au judaïsme, j'ai été la honte de la famille, et je suis tellement fier d'avoir fait honte à ma famille. Et nous sommes tellement heureux de vous avoir à nos côtés. Dor Shachar, anciennement Ayman Soubah. Merci Dor Shachar, toujours un plaisir de vous voir ici à mes côtés et vous reviendrez quand le livre sera publié. Merci à vous. Merci beaucoup. En attendant, eh bien, l'actualité passe de la bande de Gaza à la Judée-Samarie. Alors, que se passe-t-il concrètement Océane Nicole? Justement, sur le terrain, quelles sont les opérations menées par Tsahal? Vous avez les détails. Eh bien, ce sont des dizaines de terroristes qui ont été arrêtés, qui ont été neutralisés, éliminés, des terroristes directement affiliés au Hamas, directement affiliés au djihad islamique, qui préparaient, qui commanditaient des attentats contre des citoyens israéliens, dont certains étaient prêts à passer à l'attaque. Il y a aussi, Mathias, des dizaines d'armes qui ont été saisies, ainsi que des infrastructures terroristes, notamment des dépôts d'armes qui ont été détruites. Donc c'est un bon début pour cette opération baptisée donc Mur de Fer, qui a commencé mardi dernier, le 21 janvier. Le but de cette opération, c'est de démanteler le réseau terroriste de cette région de Jenin en Judée-Samarie, les bombes à retardement, comme les appellent les autorités israéliennes, et arrêter, donc neutraliser le plus de terroristes possible. Alors on sait, ça fait déjà longtemps que les forces israéliennes opèrent dans cette région, notamment dans cette ville de Jenin, mais là véritablement la nouveauté, Mathias, c'est finalement le mode d'action, les moyens utilisés par Tsahal, qui utilise notamment des drones pour mener des frappes depuis les airs, ou aussi des forces israéliennes directement infiltrées dans les rues de Jenin. Donc c'est ça la véritable différence. Et d'ailleurs Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, aux côtés de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, eh bien l'assure et promettent la Samarie, c'est désormais la priorité numéro 1 d'Israël. Et nous poursuivons cette émission avec vous, Yair Marton. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Proche et Moyen-Orient, spécialiste de contre-terrorisme également. Yair Marton, Judée-Samarie, priorité numéro 1 de Tsahal. Je veux bien, mais est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions du côté israélien? כן,
Oui, nous avons non seulement les moyens, mais aussi les forces et les capacités aujourd'hui. Et j'estime qu'après le Liban et Gaza, il s'agit d'une armée qui est l'armée la plus entraînée au monde et la plus expérimentée au monde. Exactement pour ce type de guerre de guérilla en zone urbaine, densément peuplée, avec des innocents qui sont utilisés comme boucliers humains. Mais Tzahal a les capacités, les forces, les technologies, l'expérience, les connaissances nécessaires pour ce faire. Et que Dieu me préserve, je ne suis pas du tout dans la fierté. Mais après le Liban et le Hezbollah, c'est un défi certes, mais de manière proportionnelle à ce qu'on a déjà fait, c'est quand même un peu moins difficile que le Liban ou Gaza. Oui, mais par exemple, je cite un officier d'une unité d'élite qui me disait en off, Mathias, on n'a pas compris ce qui est en train de se passer en Judée-Samarie, avec des constructions d'obus de mortier, de roquettes. Est-ce que véritablement ça a pris la mesure de la tâche qui lui incombe? Écoutez, d'abord, cet officier a raison. Je ne peux pas vous dire, en particulier après le 7 octobre, si nous avons tout le renseignement, si on a été surpris ou pas. On savait qu'ils agissaient, qu'il y avait des tentatives de créer tout un système de roquettes fabriquées sur place, etc. Et nous savons aussi que l'Iran, après avoir perdu ses tentacules du Hezbollah et du Hamas, essaie maintenant davantage encore de transférer des armements par divers moyens, par la Syrie, par la Jordanie, etc., pour essayer de créer une arène nouvelle qui permettrait d'être un levier de pression dans les négociations sur leurs infrastructures nucléaires après Trump. Mais ils n'ont aucun levier, les Iraniens, aujourd'hui. Ils ont perdu Gaza, ils ont perdu le Liban. Et donc ils essaient de créer le plus possible, de reconstruire le Hamas en Judée, en Samarie. Maintenant, nous comprenons exactement ce qu'il y a. Et donc c'est pourquoi vous voyez ce que nous faisons aujourd'hui, justement pour ne pas arriver à ce point de non-retour, en ayant des roquettes depuis la Judée et Samarie vers le centre et vers tout le pays en fait. Yair Maton, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez à l'instant, l'Iran a perdu Gaza. Alors, soit je suis aveugle, soit je vois mal. Non, vous n'êtes pas aveugle. Mais vous voyez ce que le Hamas essaie et met en scène avec succès, essaie de nous montrer. Le Hamas est effondré. Le Hamas est détruit. Ça va mettre des décennies de reconstruire Gaza et même bien davantage. Le Hamas a d'autres défis aujourd'hui de ce qui reste du Hamas. Ces défis aujourd'hui, c'est de gérer 2 millions de réfugiés qui n'ont plus rien. Ils n'ont plus où vivre. Ils vont devoir vivre sous la tente ou avec la solution de Trump d'aller s'installer ailleurs. Et nous avons vu énormément de spectacles aujourd'hui. On a vu beaucoup de gens du Hamas habillés, portant les armes, mais ne nous y trompons pas. Il s'agit de gens que l'on sort et que l'on déguise et que l'on met en scène pour essayer de faire ce spectacle. Et le Hamas en tant que tel a été terriblement frappé et n'est pas aujourd'hui, il ne peut pas aujourd'hui faire la guerre. C'est pourquoi ils font cet accord. On entend l'administration Trump qui parle du lendemain de manière très claire et il dit qu'il n'y aura plus de Hamas qui gérera plus tard. Alors, vous dire que nous allons recommencer la guerre à Gaza pour terminer ce que vous voyez, eh bien, je suis sceptique. Je ne suis pas sûr que nous allons recommencer la guerre à Gaza. Je pense que Trump a d'autres plans. Et Mais donc... Oui, en effet, il y a des gens armés du Hamas, c'est vrai. Et on peut voir toutes sortes... On peut voir effectivement ces spectacles. Il y a des terroristes qui sont libérés avec du sang sur le main, en Judée-Samarie, à Gaza, en Turquie, qui vont repenser, replanifier le 7 octobre. De l'autre côté, il y a aujourd'hui le Hamas qui a tiré une roquette vers la mer. Alors, je veux bien
que Gaza soit complètement détruit. Mais à un moment, c'est exactement la même question, et c'est en ce sens que je terminerai cet entretien, que j'ai posé à Dor Shachar tout à l'heure. Est-ce que pour vous, le fait de pouvoir obtenir la libération, c'est une victoire finalement tactique, mais une défaite stratégique sur le long terme? Non, au contraire. D'abord, au niveau personnel, vous avez raison pour ce qui est de la libération des terroristes assassins. N'oublions pas qu'on a libéré 1300 et quelques terroristes, y compris Yahya Sinwar et Mohamed Sinwar, et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Pour Gilad Shalit, je me souviens comme vous qu'il s'agit d'un mauvais accord. Et pourtant, en fin de compte, ce n'est pas ce mauvais accord ou le bon accord. En fin de compte, pour que nous puissions avancer dans la guerre sur d'autres arènes, et si nous voulons aussi avancer avec peut-être d'autres combats à Gaza, mais sans avoir les otages sur place, nous devrons plus travailler de manière chirurgicale et prudente. Vous savez, l'IRI qui a été libéré cette semaine a dit qu'est-ce que ça importe si on libère encore 1000 terroristes, si à Gaza il y a 2 millions de terroristes de toute façon. Bref, nous sommes différents de nos ennemis, nous sanctifions la vie, et de notre point de vue, ramener les morts à l'inhumation en Israël et les otages pour qu'ils soient réhabilités et pour permettre aux familles de se remettre de cet enfer, je pense que c'est une valeur suprême qui est très importante pour la société israélienne, pour l'armée israélienne. Et c'est exactement là le point stratégique essentiel. Parce que quand nous voudrons continuer à nous battre pour nos valeurs, nous ne pourrons pas le faire si nous avons encore des gens comme Ron Arad, mais ce sera encore une centaine à Gaza. Et c'est donc absolument critique. C'est vrai que l'accord est mauvais, et peut-être et certainement qu'ils vont recommencer à essayer de nous attaquer. Mais nous sommes un pays fort et nous saurons nous mesurer à eux. Merci. Et pour l'instant, c'est le prix qu'il faut payer en serrant les dents et ramener les otages. Et après, reconstruire la société israélienne. Et en parallèle, continuer à nous battre. Et il y a l'Iran, il y a les Houthis, il y a encore beaucoup de choses à faire en Judée et Samarie aussi. Ça n'est pas terminé. Si vous croyez que la guerre à Gaza termine l'affaire, c'est pas du tout vrai. On est au Proche-Orient et on peut avoir une escalade par là ou par là et on peut avoir une guerre qui dure encore 5 ans. Malheureusement. Merci à Yair Marton, expert en contre-terrorisme. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, puisque Yair Marton disait effectivement que ça peut venir de n'importe où, y compris peut-être du Liban, que se passe-t-il sur le terrain? L'état des lieux avec Océane Nicole. Sur ces images, des dizaines d'hommes devant un poste de contrôle des forces armées libanaises dans le sud du Liban. Ils se font passer pour des civils, mais certains sont en fait membres du Hezbollah. Leur objectif, rejoindre le secteur occidental, alors que Tsahal a appelé les Libanais à ne pas se rendre dans la région. Si les soldats libanais semblent leur tenir tête, très vite et sans réelle difficulté, ces hommes parviennent à traverser et à rejoindre la zone qu'ils désiraient pourtant interdite d'accès. Résultat, des émeutes éclatent entre forces israéliennes et libanais. Plusieurs personnes sont tuées. Tsahal dénonce un piège tendu volontairement par l'organisation chiite libanaise, un piège qui n'aurait pas été possible sans le laisser-passer de ses soldats libanais. Autre preuve des liens entre l'armée libanaise et le Hezbollah, un rapport de renseignement international diffusé cette semaine dans le Times. Selon le journal britannique, les forces libanaises disposeraient de réels collaborateurs au profit de l'organisation terroriste. Des dizaines d'officiers et de commandants de l'armée libanaise auraient en effet divulgué des informations au Hezbollah pendant le cessez-le-feu. Les informateurs auraient notamment fourni à l'organisation terroriste des avertissements concernant les raids et les patrouilles de Tsahal, aidant ainsi les terroristes à faire passer en contrebande des armes et des munitions, tout en évitant de se faire repérer par l'armée israélienne. Des informations qui, selon Tsahal, ont permis aux forces du Hezbollah de rester près de la frontière avec Israël. L'armée israélienne l'assure donc, son travail au démantèlement des infrastructures terroristes dans le sud du Liban n'est pas terminé, après pourtant 60 jours de travail. Tsahal a donc besoin de temps supplémentaire. Le cessez-le-feu est donc prolongé jusqu'au 18 février prochain, 20 jours supplémentaires pour permettre aux forces israéliennes de remplir leur mission. Une mission difficile, presque infaisable, au vu de la complicité entre l'armée libanaise et le Hezbollah.
Et avec nous Michel Fayad, professeur de géopolitique, vous connaissez parfaitement bien la scène libanaise. Michel Fayad, j'aimerais quand même qu'on commente avec vous ces images. D'abord, que vous les voyez, elles nous viennent d'un tunnel cette nuit filmé par l'armée libanaise qui rentre dans un des plus grands tunnels creusés par le Hezbollah, à l'intérieur desquels se trouvaient à l'origine des missiles longue portée, sauf que là, on voit personne, ni aucun missile, et les soldats de l'armée libanaise, les mains dans les poches. Michel Fayad, c'est ma question. De qui se moque-t-on? Oui, en fait, c'est de la pure communication, parce qu'ils veulent vous montrer que, en fait, l'armée libanaise est en train de respecter l'accord de cessez-le-feu en prenant les positions du Hezbollah. C'est un peu ça qu'on veut montrer. Le problème vraiment de l'armée libanaise, c'est quand même le problème de moyens financiers. L'armée libanaise, faut quand même le savoir, c'est que ses salaires ne sont pas payés par l'État libanais, mais par le Qatar et les États-Unis, voire la France. Donc il y a quand même un problème financier qui existe. Il y a aussi un problème confessionnel. Il faut savoir que la moitié des soldats de l'armée libanaise sont de religion musulmane, de confession sunnite, et donc il n'est pas la même confession que le Hezbollah qui est chiite. Il y a des officiers chrétiens, il y a des officiers sunnites, des officiers chiites, des officiers druzes. Mais ça ajoute dans la complexité. Michel Fayad, on en a parlé ensemble, hors antenne, en début de semaine. Et vous m'aviez dit, absolument pas surpris de voir cette information exclusive du Times en disant un haut responsable des renseignements de l'armée libanaise coopère avec le Hezbollah. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le cessez-le-feu, il est normalement caduque avec ce genre d'infos. Vous savez, la coordination entre l'armée libanaise et le Hezbollah, elle existe maintenant depuis de nombreuses années. En fait, depuis l'an 2000, c'est-à-dire que pas depuis l'an 2000, mais carrément depuis 1990, c'est-à-dire depuis que la Syrie a remporté la guerre du Liban et a occupé le Liban et a instauré une nouvelle constitution et un régime qu'elle a mis en place avec ses alliés, donc ses alliés de l'époque étant Hariri, Berri, Jumblat. On voit que ces gens, et même Mikati, on voit que tous ces gens-là sont encore en place. Et donc l'armée libanaise entretient des relations de coopération, de collaboration avec le Hezbollah depuis donc 1990. Aujourd'hui, pour que cette coopération cesse, ça va être extrêmement compliqué. Il faut quand même savoir que le Hezbollah et puis ses alliés, que ce soit le mouvement Amal ou d'autres, sont présents au Parlement et pas des moindres, puisque le président du Parlement n'est nul autre que le chef d'Amal, qui était une des milices durant la guerre et qui est toujours armé aujourd'hui, qui est le principal allié du Hezbollah. Le Hezbollah est également présent au gouvernement. Donc, en quelque sorte, Tsahal se retire, mais finalement, la guerre n'est jamais terminée. En fait, c'est ça que les Libanais se disaient lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu il y a 2 mois. C'est-à-dire que Netanyahou avait dit qu'il allait attaquer, qu'il allait débarrasser le Liban du Hezbollah. Et puis finalement, il a dit qu'il a cassé le Hezbollah à 70%. Et en fait, il a gardé 30% du Hezbollah encore armé. Et aujourd'hui, avec 30%, le Hezbollah montre qu'il est encore assez fort, assez puissant pour, par exemple, paralyser la formation du gouvernement, puisque aujourd'hui, le gouvernement n'est toujours pas formé du fait justement que le Hezbollah et Amal insistent à contrôler le puissant ministère des Finances, parce qu'il faut savoir que pour toute décision en Conseil des ministres, il faut la signature du ministre des Finances. C'est ce qu'on appelle au Liban la 3e signature, avec celle du président de la République et du Premier ministre. Mais en réalité, la signature du président peut être contournée, mais pas celle du Premier ministre et du ministre des Finances. Donc en fait, par exemple, demain, si le ministère de la Défense veut un budget plus important pour l'armée, il faudra l'accord du ministre des Finances, ce poste qui serait donc entre les mains d'Amal et du Hezbollah. Donc quand vous dites que Benyamin Netanyahou avait promis de